IIIe siècle, il explique « Hermès suppose que l'homme est un petit monde lorsqu'il dit « Tout ce que possède le grand monde, l'homme aussi le possède ». On voit cette jonction entre l'individu humain, en général, et l'univers d'où il procède. Voici donc quelques comparaisons analogiques à l'ancienne entre l'homme physiologique et le ciel cosmologique. C'est déroutant, certes, mais étonnant et probablement utile à approfondir. Accrochez-vous. Une année précessionnelle est égale à 25 920 ans, selon Platon. Or, l'homme respire environ 18 fois par minute, soit 25 920 fois par jour. La durée du cycle de la nutation terrestre, c'est le balancement de la Terre et de la Lune conjointe. C'est à peu près 18 ans et 6 mois. Donc, c'est ce balancement lié à des perturbations gravitationnelles est de 18 ans, comme le nombre moyen de respiration de l'homme en une minute. Un mois de 30 jours est constitué de 2 592 000 secondes, c'est-à-dire le nombre d'années du cycle précessionnel multiplié. Et les 72 ans de 360 jours d'une vie moyenne font 25 920 jours. On voit donc qu'il y a des correspondances quantitatives au moins, alors que qualitativement, elles étaient affirmées dans l'image précédente. Un degré de l'année précessionnelle est égal à 72 ans. 72 ans par 360 degrés, effectivement, font 25 920 ans. Soit la durée moyenne de l'existence humaine, les 72 ans. Le cœur humain bat environ 72 fois par minute, 18 fois 4, 18, c'est les respirations, multiplié par 4, ce fameux carré de tout à l'heure, l'ensemble faisant 72. C'est-à-dire que le cœur humain bat 3 110 400 fois par mois. Or, l'année est constituée de 31 104 000 secondes. On voit le lien entre ces deux nombres, qui sont multiples décimaux l'un de l'autre, celui-ci et celui-là, soit 10 fois ce nombre. Les 120 années de vie offertes par Dieu à l'homme dans la Genèse font 43 200 jours, et en 12 heures s'écoulent 43 200 secondes. Les 72 battements du cœur humain par minute font 4 320 battements par heure, soit 43 200 divisé par 10. On voit que les 43 200 sont déjà sous-entendus parce que la durée de 2 heures processionnelles successives est de 4 320 ans et 5 jours comptés en secondes font 432 000 secondes, etc. Donnons un autre exemple de ces incongruités traditionnelles. Selon le Sapata Brahmana hindou, le nombre de syllabes du Rig Veda, qui est un écrit sacré ancien, est de 432 000, égalant ainsi le nombre de secondes en 12 heures et le temps de sa récitation. Vous avez noté que c'est équivalent à ces 432 000, c'est 43 200 de la valeur qui était énoncée tout à l'heure, ici même. Les battements de cœur en une heure. Et le temps de sa récitation. On ne s'étonnera guère après avoir médité ces quelques relations ou rapports que le grec Protagoras ait pu laconiquement et péremptoirement affirmer « L'homme est la mesure de toute chose ». En outre, la vitesse de la lumière est exactement 18 fois plus grande que la vitesse du Soleil quand il se déplace vers la constellation d'Hercule. Or, chez les anciens, vous devez le savoir, notamment les Égyptiens, l'or et le cœur humain étaient désignés comme le Soleil par une figure, un cercle avec un point dedans, un essieu peut-être. Selon les Puranas, autre ouvrage ancien des hindous, la création et la destruction partielle de l'univers s'opèrent selon des cycles de 8,64 milliards d'années. Déjà, il pratiquait les très grands chiffres. On ne sait pas comment les anciens sages de l'Inde ont pu faire pour savoir cela, et avec tant de précision, à moins, il manque un N, d'avoir eu accès à des archives au moins anciennes de cette durée. Mais auquel cas, où et par qui fut-elle tenue ? Après chacun de ces gigantesques cataclysmes, le calme revient et la vie prend de nouveau son essor. Au moins, c'est ce qui est dit dans ces ouvrages anciens. Dans les livres toujours Surya Siddhanta et Brihasataka, des auteurs restés inconnus utilisent des unités de temps vraiment étranges. Le jour y est divisé en 60 kalas ou gatika, valant donc 24 minutes, subdivisé en 60 vikala, 24 secondes chacun, eux-mêmes divisés en para, tatpara, vitatpara, ima et kashta. Ce dernier équivalent à 0,00000003 secondes, c'est-à-dire quelque chose qui est très très largement inférieur à toute expérience temporelle possible pour un homme. C'est 300 millionièmes de seconde, valeur très proche de la durée d'existence de certains mésons et hypérions. Bon.
Et Hypéron, pardon. Il faudrait répondre aux mêmes questions en ce qui concerne les Hébreux. La plus petite mesure de temps, dont on ne parvient ni à imaginer l'utilité ni le moyen de calcul qui permet de l'évaluer, s'appelle le Hekel et vaut environ 1/45e de seconde. Comment on cadence ça? Mystère. Donc ça se trouve dans les ouvrages, mais personne, évidemment, ne les cite, ça ferait désordre. Chez les Sumériens, on trouve une tablette portant le nombre suivant, c'est-à-dire un nombre qui n'a été apprécié qu'au XVIIe siècle, et on commença seulement à cette époque en Europe à s'intéresser à de tels nombres. Mais on ne connaît aucun usage de ce type de nombre. Pour revenir aux hindous anciens, leur panorama du temps allait du Troutis de 8/45e de seconde au Yugra Brahma, période équivalente à... Je vous laisse lire. Soit un nombre de 22 chiffres sur lequel les astrophysiciens et les astronomes n'ont rien à dire, pas plus que moi d'ailleurs. Maintenant, entrons dans le temps des pyramides. Vous savez que c'est mon dada favori, enfin presque. Et on va voir. Donc, cette grande pyramide, au dire des archéologues et des égyptologues, serait née 26 siècles avant notre ère. Et les estimations, ce sont des estimations. Il y a quand même des discussions là-dessus. Donc, elle aurait vécu au moins 46 siècles, c'est-à-dire au minimum le double de notre ère à nous. Mais cela, si l'on écarte tous les témoignages anciens relatifs à l'incroyable antiquité de cet édifice. N'est-elle pas le plus gigantesque des défis lancés à la face du temps? Comment peut-on savoir que les anciens s'intéressaient au temps concaténé à l'espace et à la vitesse, c'est-à-dire à l'énergie? En étudiant cette pyramide, et en réalité tous les édifices anciens, tous inscrivent ces choses-là. Calculons d'abord le déplacement d'un point à l'équateur. Une journée de 24 heures égale 24 heures multipliées par 60 minutes multipliées par 60 secondes, soit 86 400 secondes. Si vous étiez attentif tout à l'heure, vous avez vu un nombre qui est la moitié de celui-ci. Mais n'allons pas trop vite. Le périmètre moyen de la Terre, c'est-à-dire 40 075,404 km, divisé par le nombre de secondes par jour, donne, vous avez remarqué ici, 0,46 383 km/s, c'est-à-dire 463 mètres et 83 cm. Or, ce nombre, divisé par 2, donne 231,91 mètres, qui est l'équivalent de 442,92 coudées, c'est-à-dire le côté de la grande pyramide de Gizeh sur son radier. Le radier, c'est son socle, et cela à moins de 4 cm près, soit environ 1/6000e d'écart. On voit que la précision ne leur fait pas peur à ces braves gens, et qu'ils s'attaquent à des dimensionnements temporels bizarres. Calculer la vitesse de la Terre, d'un point sur la Terre à l'équateur. Et ils l'ont fait. Ça suppose quoi? Ça suppose qu'ils ont connu les dimensions de la Terre et évidemment calculé sa vitesse. Opérons maintenant avec la valeur du rayon terrestre donnée par Wikipédia, soit 6356,75 km, soit une demi-journée de 12 heures, 43 200 secondes. On obtient donc 6356,75 km divisé par 43 200 secondes égale 0,147 km, soit 147,146 mètres. Ou encore 281,02 coudées, qui est la hauteur de l'édifice pyramidal sur son radier, à 0,2 coudées près, soit 1 cm de différence, ou un 15 millième. Donc ce sont des précisions auxquelles on n'est pas du tout habitué et qu'on obtient difficilement, même dans les laboratoires les plus solides. Ça représente moins de 500 mètres d'écart avec la dimension mesurée du rayon terrestre avec des moyens technologico-scientifiques contemporains. Vous voyez, moins de 500 mètres d'écart. On peut se douter qu'à l'époque de la construction de la dite pyramide, peut-être que la Terre était un peu plus serrée sur elle-même, on ne sait pas. Le périmètre de cette grande pyramide indique donc, sans exagération ou torsion de l'information de notre part, la distance parcourue par un point à l'équateur en une demi-seconde de temps, ce qui est une indication physico-astronomique précise. Autrement dit, cet étrange et singulier édifice indique avec précision la vitesse de rotation de la Terre sur elle-même à l'équateur et directement dans nos unités dimensionnelles habituelles contemporaines, ce qui ne veut personne. Mais ça n'est pas tout. Nous pouvons donc soutenir que la grande pyramide de Gizeh représente, à sa manière, la Terre à l'échelle 1/43 200e, c'est-à-dire une division du temps plutôt que de l'espace, qui est une induction engageant à associer des mesures dimensionnelles en mètres et ou coudées à des mesures temporelles en secondes, et ce de manière magistrale autant que discrète, au moins 27 siècles avant notre ère. Comment les bâtisseurs de la grande pyramide ont-ils fait pour mesurer la Terre avec tant de précision? On ne le sait pas, mais on ne peut échapper à une conclusion. Ils l'ont fait, ou on l'aura fait pour eux, et avec une précision quasi parfaite.
Ce qu'avait déjà découvert Alexis Jean-Pierre Pocton, mathématicien correspondant de l'Institut. À l'époque, donc, il s'est fait couper la tête. Il a perdu une dimension considérable. Donc, métrologie ou traité des mesures, poids et monnaie des anciens peuples, où l'on traite de l'utilité des étalons inaltérables pris dans la nature, de l'avantage d'une mesure universelle, du calcul décimal. On fait voir qu'une mesure universelle prise dans celle d'un degré de méridien ne serait pas moins parfaite que celle qu'on réglerait sur la longueur d'un pendule à seconde. Et on prouve que les anciens avaient un étalon naturel de mesure pris dans la grandeur du degré de méridien, et que dès les temps les plus reculés, avant la fondation de Ninive, de Babylone et des pyramides d'Égypte, la circonférence de la Terre avait été mesurée aussi exactement qu'elle l'a été dans ce siècle. Paris 1780. Vous voyez quand même que j'ai des prédécesseurs et je vais peut-être moi aussi être enfoui dans le silence plombé de l'officialité. À présent, intéressons-nous au volume de la Grande Pyramide. Formule du volume de la Grande Pyramide, côté au carré multiplié par hauteur divisé par 3. Soit, et je fais le détail. Le résultat, c'est 2 593 000, etc., 827,10 mètres cubes. Ce nombre exprimé en mètres cubes semble donc renvoyer, pour nous, à la valeur moyenne de l'année précessionnelle, ou grande année de Platon. Nous pouvons, sans abuser, imputer cet excédent, puisque c'est 25 920 ans à multiplier par 10, au fait que nous n'avons pas soustrait les vides de la pyramide constitués par les couloirs et les chambres. Maintenant, on regarde la proposition qu'a faite Platon. Il dit 1 degré précessionnel est franchi en 72 ans, c'est-à-dire la durée moyenne de la vie humaine. Un mois précessionnel dure donc 2160 ans. Une année, 25 920 ans. Chez Hipparque, qui lui arrive quand même quasiment 300 ans derrière, c'est 78,26 ans pour 1 degré, 2347,8 ans pour le mois précessionnel, 28 173 pour l'année précessionnelle. Et de nos jours, les calculs des astronomes donnent 71,6 et non pas 78,26. Ensuite, 2148 ans pour le mois précessionnel, 25 776 ans pour la durée du cycle précessionnel. Sachant quand même que cela est variable. Aucune dimension dans l'univers, quelle qu'elle soit, n'est réglée. Ça donnera l'idée de relativité. Donc il apparaît aussitôt que la valeur proposée par Platon à la suite des anciens Égyptiens est très nettement plus précise que celle proposée par Hipparque 3 siècles après lui, et en outre qu'elle est très proche des valeurs astronomiques actuellement en usage. Notez physiquement et intellectuellement, donc, indication de la durée de l'année précessionnelle moyenne dans le volume de la Grande Pyramide de Gizeh. On peut dire déguisé, parce qu'on ne nous dit rien de ces choses-là. Donc volume pyramidal, on l'a, et en mètres cubes. On l'a en coudées cubes, et ça se rapproche de 18 et quelque chose. Suivez mon regard. Et là, on a valeur de l'année précessionnelle moyenne, 25 930 ans. Pour Platon, cette valeur est de 25 920 années. Mais la valeur en mètres cubes, si on fait en décimètres cubes, ça nous donne 25 938. Et on est près de la valeur proposée par Hipparque. Maintenant, dire d'où viennent ces valeurs, étant donné que la durée de vie moyenne 72 ans ne suffit pas pour calculer ce déplacement précessionnel. Louis Albertelli écrit dans Le secret de la construction de la pyramide de Khéops. Alors, avant de se poser la question à quoi ça sert, ils ont toutes des théories sur la construction. C'est bizarre. Je le ferai ça dans le 5e opus, et ça ne traînera pas. Voilà. Bon. Il dit ceci, volume total de la pyramide achevée, 2 592 000 m3, c'est-à-dire très précisément la valeur en années du cycle précessionnel selon Platon, mais multiplié par 100. Remarque, l'angle d'inclinaison, c'est-à-dire l'angle de pente de cette grande pyramide, vous prenez ses faces et vous calculez l'angle par rapport à l'horizontalité terrestre, est de 51 degrés 864 centièmes. Quand on divise ce nombre par 2 et l'on débarrasse de ces unités de mesure, ça fait 25 932, ce qui rappelle autant la mesure du volume de la Grande Pyramide que celle temporelle de la grande année précessionnelle moyenne, estimée 25 920 ans par Platon. Curieux, mais il y a mieux. Henri Stierlin, lui aussi architecte, signale dans son ouvrage « Les pharaons bâtisseurs », ça c'est une légende, les pharaons n'ont absolument rien bâti, mais on en viendra à le démontrer. Pharaon, c'est un mot grec, vous ne le savez pas parce qu'on ne vous dit pas. Pharos, en grec, c'est celui qui porte, et on, en égyptien, c'est le soleil. Donc c'est lui qui porte la splendeur, la luminosité, le rayonnement, etc. Bon, passons. Par ailleurs, le fait que le volume de la grande pyramide de Gizeh est 10 fois celui de la pyramide à degrés de Djoser à Saqqara, c'est-à-dire la première pyramide selon l'égyptologie,
Étrange coïncidence. Donc lui, il le fait à peine remarquer, personne ne s'en soucie, mais la Grande Pyramide a son évidence dans la première, entre guillemets, à celle de Djoser à Saqqara, la fameuse pyramide à degrés. Ça n'est pas tout, puisque la pyramide de Mykérinos, elle aussi, est le 10e du volume de son aîné, la grande pyramide dite de Khéops, soit pas 25 900 mètres cubes, mais 259 200 mètres cubes, expression de la valeur de l'année précessionnelle moyenne de 25 920 ans, multiplié par 10. Volume de Mykérinos égale volume de Djoser, celle de Djoser, et ajoutons que cette petite pyramide de Gizeh est elle aussi octogonale, comme la grande. Vous voyez qu'il y a encore de la matière, et pour longtemps. De plus en plus étrange, le nombre de jours de l'année précessionnelle moyenne apparaît globalement analogue au nombre de kilomètres parcourus par la lumière en une année selon la valeur fournie par la Grande Pyramide. Donc on est dans le délire. Le lien espace-temps, là, il est affirmé très profondément et de manière élargie à des quantités épouvantablement petites, la vitesse de la lumière dans une seconde, et épouvantablement grande, le cycle de précession. Et ces calculs sont relatifs à la Terre elle-même, d'un côté par la précession, et à l'univers lui-même par le côté lumière. Donc on prend le calcul, mesure pyramidale de la vitesse de la lumière égale 299 796,2 par seconde, d'où 60 secondes multipliées par ce nombre égale, etc., jusqu'à trouver en termes finis, si je puis dire, le nombre qui se lie également de droite à gauche, 365,2563 jours multiplié par 25 902 391 000 kilomètres égale le nombre de kilomètres parcourus en une année par la lumière est égal au nombre de jours de l'année précessionnelle. Bizarre. Opinion de Galilée. La géométrie est l'alphabet dont Dieu lui-même se sert pour écrire l'univers. Alors maintenant, la lumière, cette référence multiple. La différence de périmètre entre le cercle inscrit dans le carré de base de la Grande Pyramide et celui où elle s'inscrit est égale à la vitesse de la lumière, ici exprimée en mètres par millionième de seconde. Et donc, ces deux cercles, en rouge celui qui inscrit la Grande Pyramide et en bleu celui qui est inscrit dans la Grande Pyramide. La différence en mètres de ces deux périmètres va nous donner la vitesse de la lumière ainsi formulée. 299 mètres, 796, etc. Ou encore 299 796, etc. 20 millimètres. Donc ce qui nous intéressera, c'est de retenir que cet édifice particulier recèle la vitesse dite universelle. Bon, et là je vais faire une parenthèse pour démonter un petit peu le moral des physiciens entièrement englués dans la relativité. J'explique très brièvement. Ce que je reproche à l'exposé de la relativité, c'est d'avoir substitué à l'éther qui a été foutu dehors une vitesse fixe de la lumière, la vitesse de la lumière. C'est débile. C'est pour ça qu'on ne fait pas de progrès en physique. Ça, c'est le premier problème. Et d'autre part, c'est de faire fonctionner cela dans un univers vide, alors que de l'autre côté de la physique, dans le monde quantique, on sait très bien que l'univers est totalement plein d'énergie. Donc, alors la valeur actuelle adoptée en 1957 et qui a été modifiée récemment par des valeurs physiques qu'on ne comprend pas à la lecture, évidemment, ça permet de noyer le poisson, elle est avouée pour plus ou moins 400 mètres par seconde, c'est-à-dire une incertitude quand même considérable. La différence entre la vitesse de la lumière actuellement calculée et celle donnée par la Grande Pyramide est de l'ordre de 1,80 millième de différence par seconde, c'est-à dire 3,7 km. En réalité, c'est une forme de l'élasticité. Bon, il fallut attendre l'année 1730 pour que l'horloger Pierre Leroy fabrique le premier chronomètre comptant les secondes. Déjà, les Égyptiens étaient très bons. 2600 plus 1700, ça fait quand même de l'avance. Allez, quant au calcul de la vitesse de la lumière, il ne fut précisément réalisé qu'au début du XXe siècle. Qui est le premier à avoir donné la vitesse de la lumière? Römer. C'est un Hollandais. C'est pas grave. Donc, notez que l'on remet en doute de plus en plus souvent la valeur dite exacte de cette dernière. La vitesse de la lumière est en effet mise en doute. Sujet d'étonnement non moindre, ces étranges révélations entrent toutes dans le système référentiel international actuel de la physique, système appelé MKSA, soit mètre, kilogramme, seconde et ampère, les 4 valeurs métrologiques de référence, ou les 4 phases de la physique à l'égyptienne, notion pyramidale évidemment.
C'est probablement pour ces diverses raisons que la Grande Pyramide de Gizeh portait depuis très longtemps le surnom d'Arquit, la lumineuse, à moins de considérer que la hauteur métrique totale, hauteur plus le radier, c'est-à-dire le socle, soit 281 coudées en tout de cette Grande Pyramide multipliée par 1 million, indique la plus petite distance de la Terre au Soleil, qu'on appelle le périhélie, en kilomètres. En effet, le 24 décembre de chaque année, au moment où vous mettez des cadeaux dans les chaussettes sous le sapin, eh bien, à ce moment même où l'on fête Noël, la Terre est à 147 103 311 km de son étoile, le Soleil, anagramme de isolé et de hélice, comme j'allais laisser entendre tout à l'heure. C'est Soleil, hein. Isolé et hélice font partie de ce mot, notamment en grec, c'est hélios, le Soleil. Donc on voit que le périhélie a été désigné par la hauteur de la Grande Pyramide plus son radier, alors que le rayon de la Terre, c'est la hauteur de la Grande Pyramide moins son radier. Et vous verrez dans le deuxième film que les relations sont toutes équivalentes en coudées, en kilomètres et en constantes dans notre système solaire. Et ça va faire très mal. Déjà ça, je ne peux pas vous dire à quel point ça va déstabiliser, mais c'est fort. Hein. Le périmètre orbital de la Terre, on continue toujours dans l'étrangeté, autour du Soleil donc, est de 900... Vous le lisez, hein. Ce chiffre divisé par pi a pour résultat, tiens, le même chiffre que celui de la vitesse de la lumière, exprimé en millimètres secondes. Quelle étrangeté quand même. Quelqu'un aurait-il mis la Terre à cet endroit précis où nous aurait donné des dimensionnements, des unités de dimension qui soient en corrélation avec ces choses-là, qui se sont, attention, des déplacements seulement, c'est-à-dire des vitesses par rapport à des parcours. Ainsi, vu d'une autre manière, la valeur du périhélie, c'est-à-dire le petit cercle ajouté à celle de l'aphélie, le grand cercle, puisqu'en effet la Terre ne tourne pas dans un cercle autour du Soleil, mais dans une ellipse, eh bien, donne le diamètre moyen de l'orbite terrestre autour du Soleil et est la figure de la distance parcourue par la lumière en une seconde, constante physique universelle déjà rencontrée dans la Grande Pyramide de Gizeh. Et il reste pour finaliser la chose et la bétonner, cette anomalie, puisque cette vitesse est donnée non plus en kilomètres secondes maintenant, mais par des degrés d'angle par rapport à notre méridien d'origine. Le méridien d'origine dit de Greenwich, c'est-à-dire des sorcières vertes, bienvenue les sorcières, eh bien, il a été imposé au monde par John Dee, qui était un mathématicien expert, ami de l'autre mathématicien à qui l'on doit la projection dite de Mercator. Ils étaient amis, Gérard Mercator et John Dee. Et ils ont choisi ce méridien pour des raisons très particulières. Et ils ont soustrait à la France le méridien de Paris. Mais ça n'est pas pour cette raison qu'il faudrait abandonner le méridien de Paris. Petite parenthèse. Donc vous voyez qu'à l'endroit où se situe le sommet de la superstructure de la chambre haute, en granit pour elle, on trouve l'indication en degrés, 29 degrés, 979 000, par rapport. Bon, ça c'est encore une bizarrerie. Quant au 31-13, vous le verrez évoluer avec la considération relative au méridien de Paris. On va changer et on va trouver de plus en plus relatif. On peut lire dans le manuel d'instruction religieuse israélite du grand rabbin Deutsch, vous voyez, je ne suis pas ce qu'on pense, que le Bereshit Rabbah, c'est le nom d'un ouvrage inclus au Talmud, merci. Elohim, c'est-à-dire le nom de la divinité, parce que là, ils se disent eux-mêmes, les Israélites, monothéistes, mais Elohim, c'est un pluriel, et c'est ce nom qu'on trouve le plus régulièrement dans l'Ancien Testament. Bon, c'est-à-dire dans les 5 premiers livres, la Torah. Elohim seul, au pluriel, donc, entre dans le temps. L'homme ne connaît ni les petites fractions du temps, ni même les heures. Elohim, eux, y entrent dans l'épaisseur d'un cheveu. Donc, dès cette époque, on a affaire à des gens, puisqu'ils sont au pluriel, la divinité unique étant ailleurs, elle travaille ailleurs, avec des capacités d'entrer dans le temps que tout le monde ne possède pas, et surtout pas les hommes. Ainsi, ne sera-t-on pas trop étonné de trouver parmi les données métrologiques hébraïques, et je l'ai dit tout à l'heure, la valeur du Hélek, soit moins de 44 millièmes de seconde. Le pluriel de Hélek, c'est Halakim. Bon, c'est pas grave. Et on trouve dans la Bible, dans les psaumes, car 1000 ans sont, aux yeux d'Élohim, ce fameux pluriel, comme le jour d'hier qui est passé. On peut déduire que d'un jour de la création vaut 365 000 années terrestres et que par conséquent la création s'est étendue sur une période de 2 555 000 années, ce qui représente la moitié de sa durée connue. C'est-à-dire si on va
dans le passé pour rechercher à quelle période commence l'organisation du vivant qui va mener à l'homme, c'est à peu près cette valeur, 5 millions et quelques d'années. Les hindous possèdent quant à eux des mesures du temps qui vont du Trutis d'une durée de 8/45 de seconde, etc. Mais on l'a vu ça. Ces valeurs sont étonnantes si l'on considère qu'il fallut attendre l'année 1730 pour... Maintenant, vous le savez à fond. En 1730 seulement, on connaît la seconde, mais avant, on se débrouillait avec des nombres de 23 chiffres. Et on se débrouillait avec des valeurs temporelles de 8/45 de... Qui a son téléphone et calcule 8/45? Merci. Le calendrier olméco-maya aztèque, dont on a beaucoup parlé en décembre 2012. Tiens, le 21 décembre 2012, je recevais par Internet une indication rigolote. C'était par le biais de Patrice, quelqu'un qui nous avertissait que le film La Révélation des Pyramides était rentré au top 10. C'est sympa, je trouve. Alors, lorsque l'Espagnol Hernán Cortés parvient au Mexique en 1520, le calendrier olméco-maya aztèque fut découvert plus précis et correct que le calendrier julien des Européens. Selon le calendrier astronomique de référence actuel, l'année moyenne solaire est formée de 365 jours, 242 198 jours. Pour le calendrier grégorien, etc. Calendrier olméco-maya, voilà. L'indice de précision est 69 pour le nôtre contre 62 pour olméco-maya aztèque, c'est-à-dire nettement supérieur, c'est 233% plus précis. Dans ce dernier calendrier, les dates semblables apparaissent seulement tous les 256 ans, soit environ tous les centièmes de la durée moyenne du cycle de précession des équinoxes. Là encore, il faut se demander si les Aztèques, Mayas, Olmèques et tout ça se tartinaient ce cycle. C'est le cas, semble-t-il. Évidemment, personne n'a fait remarquer, lors de la psychose de fin décembre 2012, fabriquer de toutes pièces pour épier nos comportements individuels et collectifs dans ce type de situation, et évidemment, cacher la fin du contrat de la Fed qui a été renouvelé spontanément, puisque personne n'y a vu rien du tout. Donc, maintenant, on va avoir des données précises et complètes. Vous connaissez au moins de nom la grande pyramide de Teotihuacan, c'est-à-dire, en grec ancien, la colline où sont venus les dieux. Eh bien, hauteur de cette pyramide, 63 mètres. Et vous notez que c'est en mètres, hein. C'est-à-dire 9 fois 7. Côté 225 mètres, soit 9 fois 25 ou encore 15 au carré. Périmètre égale 900 mètres, soit un peu plus de 21 mètres, 3 fois 7, de moins que le périmètre de la grande pyramide de Gizeh. Or, 900 divisé par 63 égale 14,2857, 14,2857, c'est-à-dire une division par 7. Un nombre divisé par 7, tout le temps, il donne cette séquence-là. Et ce nombre, 14,2857, etc., multiplié par 7, égale donc 1. Et 225 divisé par 63, c'est-à-dire les valeurs du côté par la hauteur, égale 3, 57, 14, 28, 57, donc division par 7. Et cette valeur, moins 2 et multipliée par 2, donne le nombre pi à 5 décimales. C'est chouette. En divisant la durée moyenne de l'année précessionnelle par la valeur du côté de la base en mètres, soit 25 920 ans divisé par 225 mètres, on trouve 115,2. Et c'est la valeur en mètres du demi-côté de la Grande Pyramide. Quand même assez précis tout ce bazar. Mais qui fait que les Égyptiens et les Aztèques connaissaient les mêmes nombres astronomiques et avaient envie de construire de grands ouvrages, des édifices énormes, avec ce genre de choses incluses. Parce que quand on voit la grande pyramide de Gizeh, on voit des blocs taillés. Mais quand on voit la pyramide de Teotihuacan, ce sont des moellons qui sont en quelque sorte encastrés dans un béton. Tout ça, c'est rigolo. Pourquoi tout cela? Pourquoi faire cela ainsi? Et à quoi cela rime-t-il? N'est-il pas curieux par ailleurs de retrouver en Europe, en Chine et en Mésoamérique des aspects rigoureusement identiques? Dimensions en mètres, particularités géométrico-mathématiques, systèmes décimaux et duodécimaux, environnement culturel à base d'écriture hiéroglyphique, de serpents célestes, de savoirs anacrotiques très élevés et originaux, de dieux fondateurs de royautés terrestres enseignant la vie éternelle, etc. Qu'est-ce que c'est que ce bazar? Le système solaire fait le tour de notre galaxie, la Voie lactée, en 250 millions d'années. Années galactiques, on appelle cela. Dans ce temps, il oscille de part et d'autre du plan galactique selon une période de 2 fois 33 millions d'années. 33 millions d'années au-dessus du plan galactique et 33 millions au-dessus. Alors si c'est la galaxie ici, notre système solaire pendant 33 millions d'années, il est en dessous et 33 millions d'années au-dessus. Ça veut dire qu'il se balade de manière tangentielle mais un petit peu penchée. Donc, c'est curieux parce que ces période de 33 millions d'années constitue la durée moyenne des étages géologiques terrestres constatés.
Ces étages sont définis d'après d'importants changements dans la faune et dans la flore terrestre, parfois dus à des cataclysmes, comme au passage entre le Permien et le Trias ou au passage du Crétacé au Tertiaire. On peut penser que ces changements sont dus à des glaciations résultant de la rencontre de la Terre avec de massifs nuages d'électrons issus du plan galactique. Les dernières glaciations du Quaternaire, Worms 3 ça s'appelle, se sont produites alors que le système solaire traversait le plan de la galaxie en allant du sud vers le nord, c'est-à-dire il sortait du bas de la galaxie vers le haut, de notre galaxie, la Voie lactée. C'est une explication qui peut indiquer pourquoi les glaciations étaient beaucoup plus prononcées dans l'hémisphère nord, lequel recevait directement les électrons des nuages du plan galactique. Donc ça aussi, ça devait être connu pour prévoir. Si après les divers calendriers, réalistes ou vrais ou non, ayant eu cours dans différentes civilisations ou religions, suivis de l'indication de leur année de départ dans le passé. Calendrier orthodoxe, totalement inattendu, 5509 ans avant notre ère. Le calendrier juif, 5469 ans. Enfin, plus précisément, ça pourrait être le 7 octobre 1761, c'est-à-dire vers moins 5770 de notre date d'aujourd'hui. Calendrier chinois, 4707 ans. Donc il a été créé en moins 2636. Le calendrier celte, moins 2373, l'égyptien, moins 4236, le maya, le 13 août, moins 3113, et le chrétien, c'est l'an 0. Mais depuis combien de temps les hommes compilent-ils des données astronomiques ? Depuis très longtemps en réalité. Parce que, pour Épigène, le savoir le plus ancien chez les hommes est vieux de 720 000 ans. Simplicius, au VIe siècle, prétend que les anciens Égyptiens possédaient des notes sur des observations astronomiques prises sans arrêt depuis 630 000 ans. Bon. Selon Pline, Cicéron et Diodore de Sicile, qui sont des gens sérieux, n'est-ce pas, des inscriptions relevées de traditions savantes remonteraient à près de 500 000 ans avant notre ère. Le même Cicéron, assez sceptique cependant, rapporte que les archives des Babyloniens seraient vieilles de 470 000 ans. Hipparque, donc premier des astronomes, fait mention de chroniques assyriennes remontant à 270 000 ans avant son époque. Hérodote, le père de l'histoire, est factuellement des menteurs, et Diogène Laërce écrivirent que les prêtres égyptiens étaient en possession de manuscrits antérieurs de 49 219 à 48 863 ans au règne d'Alexandre le Grand, c'est-à-dire 3 siècles avant notre ère largement. Marcianus Capella, au 5e siècle, affirme que les sages d'Égypte avaient secrètement étudié l'astronomie pendant 40 000 ans avant d'en divulguer les résultats oralement. On voit quand même que les anciens avaient une autre idée de l'histoire que celle qu'on nous impose. La durée d'un cycle de la manifestation du monde entre sa création et sa destruction est l'année divine ou jour de Brahma pour les hindous, ou encore un kalpa. Chaque kalpa se divise en 1000 périodes égales, ou chaturyuga, dont chacune se divise à nouveau en 4 yugas ou âges de durée décroissante au fil du temps. Le Satya Yuga ou âge d'or, pendant lequel règne l'harmonie sur Terre, le Treta Yuga ou l'âge d'argent, pendant lequel cette harmonie n'est maintenue que par des efforts individuels et collectifs des hommes, le Dvapara Yuga ou âge de bronze, qui se distingue par une désagrégation des règles de vie et des consciences, et enfin le Kali Yuga, dit âge de fer ou d'ignorance, pendant lequel tout s'effondre et prépare le Chaturyuga suivant, c'est-à-dire le retour de l'âge d'or. L'éternel retour, selon Nietzsche, c'est de la bibine. Selon cette doctrine, ces 4 âges seraient de durée décroissante. Le Satya Yuga ou âge d'or durerait 22 576 ans environ. Le Treta Yuga ou âge d'argent durerait environ 16 932 ans. Le Dvapara Yuga ou âge de bronze durerait 11 288 ans. Et enfin, le Kali Yuga ou âge de fer durerait 5 646 ans. Vous avez noté qu'à par rapport au départ des calendriers, ça commence à dire serrer les fesses, ça arrive. Selon les anciens textes, un grand cataclysme aurait marqué le passage entre l'âge d'argent et l'âge de bronze. Ils ne disent pas plus puisque l'autre est à venir. Le Kali Yuga aurait débuté en 3102 avant notre ère pour se terminer vers l'an 2442. Alors ça, c'est ce que disent les commentateurs modernes. Or, je vous présenterai dans les films les textes avec leur traduction faite par des hindous. Comme ça, les choses seront tranquilles. D'hindou en anglais, directement. Vous allez voir que la différence est très importante puisqu'elle nous ramène à l'époque actuelle. Donc, on nous ment. La durée donc d'un de ces âges Kali Yuga serait 5444 ans, ainsi qu'il est indiqué. Moi, je préfère croire la comparaison avec les calendriers anciens plutôt que les traductions qui ne sont que forfaitures. Pour Jean Faure, que j'ai présenté en tout début, selon la tradition, il est un temps très mal défini où la Terre tournait selon un axe perpendiculaire à l'écliptique, ayant pour conséquence un printemps continuel. Évidemment, le rayonnement solaire étant comme ceci et l'axe de la Terre comme cela, c'est
l'éclairage toute l'année. Il n'y a pas de nuit de 6 mois ou de journée de 6 mois au pôle. C'est la même. Il fait bon, il fait doux, on est en vacances perpétuelles. Et il y a 3 floraisons par an, ce qui est déjà pas mal. Évidemment, les récoltes. On ne fait rien. On est tous au RSA, etc. Ce printemps n'aurait existé qu'à une époque, celle du Jardin d'Éden. Le basculement de l'axe des pôles a ainsi précipité l'homme dans le temps. C'est en tout cas à partir de cette rupture fondamentale que prend en effet la précession des équinoxes en tant que qualification des ères successives de 2160 ans. Ça veut dire que cette période est très largement antérieure. Le cycle, en tant que structure autonome, ne commence vraiment qu'à la sortie du paradis primordial. Donc apparemment, les cathos et leur Bible et leurs évangiles auraient quelque chose à dire, mais c'est là encore très très mal traduit. Donc l'âge d'or, c'est les petits oiseaux, les petites fleurs, tout va bien, tout le monde les fait salaire, et c'est parfait. Toutes les traditions s'accordent ainsi sur les conditions engendrées par la sortie de cet âge d'or, qui eut de nombreuses conséquences. La mort en fut la première, la maladie, les saisons, l'obligation de travailler le sol, la diminution de la durée de vie, la perte de bonté et de spiritualité, la détérioration progressive des possibilités psychiques, intuition, télépathie, télékinésie, etc. Ce qui était pur et simple avant devient désormais difficile et compliqué. Il fallut réfléchir et s'adapter par tout moyen en sauvegardant ce qui avait été sauvé lors du désastre. Car la chute devint de plus en plus rapide. Je pense que vous le savez. Ces sages se réunirent et statuèrent sur ce qui était, à leurs yeux, le plus important. D'abord, leur propre existence. Ensuite, comment améliorer celle-ci en qualité et en durée. Comment protéger la vie face à tout danger. Puis, comment transmettre les savoirs les plus nécessaires à leurs successeurs. Ça, c'est la vraie histoire des hommes, parce qu'il y a eu cette réunion. Et maintenant, on sait, grâce notamment aux travaux de Jean Faure, comment à peu près noter les choses. Vous voyez, on fait remonter, selon Jean Faure, le cataclysme de l'Atlantide à cette période. Si l'on compare les mois précessionnels à des signes, ce que je ferai dans le prochain film. Donc nous sommes ici, l'âge de fer, ère du Verseau, on y rentre. Et là, il dit, il n'y a plus grande chose, il y a la parousie, le jugement, le début d'un nouveau cycle d'humanité. Voilà, c'est le Kali Yuga, cette partie-là. L'âge des reins, touc, c'est l'Atlantide qui s'est effondrée entre les deux. La Lémurie, tout ça, on ne sait pas. Et lui, il pense que la chute, l'involution de l'humanité se fait à ce moment-là, c'est-à-dire la perte du paradis, le moment où l'axe de la Terre bascule. On ne sait pas pour quelle raison, et on ne sait pas si cela est imaginaire, mais on est obligé de le considérer. Un mois précessionnel est égal à 6 jours de Dan, c'est-à-dire si on compare les données bibliques aux données cyclologiques, donc un jour de Dan, c'est égal à 360 ans. Pour faire 7 jours de Daniel, donc nous ajoutons 360 à 2160, soit 2520 ans. La durée entre la première édition complète des prophéties de Nostradamus à Lyon en 1557 et la Révolution russe en 1917, qui est exactement annoncée, et à une durée exacte d'un jour de Daniel, soit 360 ans. La semaine de Daniel s'achève sur 4 événements très importants. Les apparitions de la Vierge à Fatima, mais on ne sait pas si c'est du vrai ou du bidon. La déclaration de Lord Balfour pour le retour des Juifs en Palestine, on ne sait pas si c'est du vrai ou du bidon. La Première Guerre mondiale, ça on le sait. Et la Révolution bolchevique, là on le sait aussi. Tous ces événements liés à un seul horizon. Si vous avez bien compris, vous en savez davantage que vous pensez que vous le savez. 72 ans après, soit la durée du cycle de précession des équinoxes pour parcourir 1 degré du zodiaque, c'est en 1989, l'année de la chute de l'Empire communiste, prévue par Michel de Nostradamus et Jean Faure et d'autres, et j'en passe, etc. Donc on voit que cette manière de procéder est assez solide. Dès lors qu'on la lit, c'est intéressant. Les anciens ont aussi dit que l'espace se comporte comme de l'eau. En hébreu, Maïm, c'est l'eau, et Shamaïm, c'est les cieux. Cette chose est importante puisque si on compare le comportement à l'espace et à l'eau, on s'aperçoit que tout comme le disent les physiciens quantiques, il y a des rides sur le temps. On verra ça dans les films parce qu'il faudra d'abord synthétiser ça intelligemment. Donc ça, pour terminer bientôt, il y a une folie qui est un don de Dieu et la source de la plus grande bénédiction accordée à un homme. Car la prophétie est une folie. Et la prophétesse de Delphes et la prêtresse de Dodone ont apporté de grands bienfaits à l'Hélade, la Grèce, quand elles étaient hors de leur sens. Ça veut dire que tout ce qui est dit là, c'est une forme de folie et pris pour telle par l'officialité, mais ça a une grande utilité. Et d'ailleurs, la prophétesse de Delphes, c'était la Pythie. On sait que la Pythie vient en mangeant, c'est pas grave.
Sri Ramakrishna, c'est pour celles et ceux qui seraient davantage intéressés par les choses de l'Inde. Il est dit que, dans le Kali Yuga, c'est-à-dire maintenant, on ne peut entendre la voix de Dieu, excepté par la bouche d'un enfant, d'un fou, ou d'une personne de cette sorte. Voilà, un enfant, un fou et une personne de cette sorte. Donc retenez bien que ces choses-là ont tout l'aspect d'un délire, mais c'est quand même une chose importante.